Bonjour Léa Fleury, Salut Anthony. je suis très heureux de te recevoir sur le podcast Anomia. Merci à toi. Généralement on reçoit des avocats mais j'ai décidé de faire une petite entorse à la règle. Alors, c'est pas une énorme entorse parce que tu restes quand même dans la legal tech puisque tu as cofondé du coup Ordali, c'est ça qui est un peu l'IA façonné pour le droit, on peut dire un peu le chat GPT du droit ou t'aimes pas trop cette expression? Ouais, oui, pourquoi pas. En quelque sorte. Si tu veux, je vais te laisser te présenter un peu ton parcours et puis après on viendra sur le vif du sujet avec Ordali. Ok, ça marche. Moi, c'est Léa Fleury, je suis la cofondatrice d'Ordali. Donc, je suis juriste de formation. J'ai fait ma maîtrise à Bordeaux. Ensuite, je suis partie faire l'ESSEC. J'avais envie de changer. Donc j'ai fait mes études en école de commerce et finalement, j'ai voulu quand même aller travailler en cabinet d'avocat. Donc, j'ai travaillé chez Solegal, un cabinet parisien, et ensuite chez Baker McKenzie. Donc j'étais à chaque fois en fusion-acquisition. Et c'est un petit peu là que l'idée d'Ordali est venue, je dirais, avec l'automatisation de processus, des choses qui pouvaient être optimisées. Mais bon, il n'y avait pas encore toute cette effusion autour de ChatGPT, donc c'est un petit peu resté lettre morte. Et ensuite, je suis partie faire de l'analyse de données. Donc je suis devenue business analyst dans différentes maisons de luxe. Chanel et Hermès, et ensuite Cartier. Donc voilà. Et enfin, Ordali. Ok. Et comment, du coup, t'es passé des études en droit à, une business school pour devenir data analyst? T'en avais marre du droit au bout d'un moment ou... J'aime bien voir beaucoup de choses. De manière générale, je suis intéressée par beaucoup de choses. J'ai envie d'apprendre des choses que je peux ensuite essayer de lier entre elles. Et là, c'était le cas. Et je pense que je savais pas trop encore ce que je voulais faire à la base à l'époque. Donc je voulais pas me fermer de porte, je pense. Ok. Et donc du coup, la genèse d'Ordali, à la suite de toutes ces expériences, tu l'as pas lancée seule, il y a Baudouin avec toi. C'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés ou comment l'idée a émergé? Comment vous êtes dit on se lance? Parce que j'imagine que lui aussi avait une activité à ce moment-là. Ouais, lui, il était consultant avant ça. Il était consultant en IT et ensuite il avait également travaillé sur des projets en IA. Donc à ce moment-là, il avait d'autres projets et moi j'étais encore chez Cartier. En fait, on s'est rencontrés de manière ultra classique en soirée d'une amie commune et on s'est très très bien entendus. Vous avez parlé business à la soirée. Alors peut-être pas forcément business tout de suite, mais finalement, je pense qu'on fait un très très bon duo, en tout cas sur le business. C'est top. Et lui, donc, il avait vraiment cet aspect tech. C'est quelqu'un qui est extrêmement curieux, qui veut découvrir, pareil comme moi, plein de choses. Et lui, il faisait déjà de l'IA. Il fait de l'IA depuis 6 ans. Il a déjà travaillé sur des modèles sur l'analyse de sentiments. Okay. Et ensuite, là, sur Ordali, il est plutôt sur de la recherche sémantique. Mais on se connaissait déjà. Ça faisait 2 ans qu'on se connaissait et donc quand il y a eu c'était fin 2022, quand il y a eu toute cette effusion autour de ChatGPT, lui il a trouvé ça génial et moi je me suis dit c'est marrant, sur du droit ça peut être super pratique, et du coup on s'est un petit peu lancé au départ sans se dire qu'on allait lancer un projet avec de l'ampleur en fait on a lancé une version bêta le 1er mai 2023. On avait commencé les développements en avril ou en février. Okay. Et un jour, je ne sais pas si tu connais, mais les JGPT, c'était la toute première IA. Ils faisaient ça pour les particuliers. Okay. C'était une entreprise, c'est ça? Non, c'était un petit projet okay. Comme ça. Et en fait, on est tombé dessus sur Twitter et on s'est dit mince, nous, ça fait 2 mois qu'on fait des développements pour ça, c'est chiant. donc en catastrophe, on a rushé tout le week-end et on a lancé le dimanche soir, on a lancé un tweet avec l'idée et on a eu beaucoup de visibilité. Et en fait, après, tout s'est enchaîné assez vite. On a eu pas mal de visibilité, on a pu ensuite faire grossir le projet et moi j'ai démissionné en fin septembre
pour être à temps plein sur le projet. Donc du coup, au début, vous vouliez prendre votre temps, c'est ça, pour le développement? Ouais. Ça a pris combien de temps à peu près en termes de... Parce que vous étiez tous les deux, tous les salariés à cette époque. On était tous les deux. Project. À cette époque-là, on était tous les deux. Et en fait, les développements sont jamais finis. On est encore en développement, mais ce que ça nous a appris, c'est... Nous, on partait vraiment dans cette optique de, on va tout développer depuis notre garage, notre chambre, enfin, ce que tu veux, et on lancera sur le marché quand on sera vraiment très très content, quand on aura un produit qu'on estime parfait. Et c'est jamais le cas en réalité. C'est jamais le cas. C'est peut-être le cas pour nous, c'est pas le cas pour celui qui l'utilise. Et ça nous a vraiment forcé à le sortir, à se confronter directement au marché. Et je pense que c'est une très bonne leçon qu'on a eue dès le départ. Ouais. Et donc du coup, lancement, on va dire entre guillemets lancement commercial, ou en tout cas lancement grand public, comment ça se passe pour vous à ce moment-là? Vous finalisez en gros les développements, vous vous dites il faut qu'on se confronte à la réalité, vous prenez votre téléphone, vous appelez des avocats, vous essayez de leur faire tester la plateforme, ou bien alors comment ça se passe? Comme on a eu pas mal de chance dès le départ, et qu'on a pu bénéficier de cette visibilité, nous, on a décidé de laisser une version gratuite à disposition. Et en fait, petit à petit, au début, on avait un peu de tout en termes de visiteurs. Et petit à petit, ça s'est assez axé donc, sur les avocats, sur les juristes. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu nos premiers bêta-testeurs. Nous, on a également contacté des cabinets d'avocats pour des POC, pour déjà aussi établir les premiers use cases et savoir, en fait, aller directement au contact de la personne qui allait utiliser notre IA et savoir comment on allait pouvoir répondre au mieux à son besoin, parce que nous, on avait commencé à développer des fonctionnalités, mais on savait pas vraiment. Moi, je savais un petit peu ce qui pouvait être intéressant, mais j'ai pas non plus une expérience énorme en tant qu'avocate. Donc on est allé très vite au contact de nos potentiels clients, on a développé une POC, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et en fait, l'un dans l'autre, ça a fait un peu effet boule de neige. Ok. Et d'ailleurs, c'est une question que j'aurais dû te poser un peu en amont, mais je le fais maintenant. C'est avec Ordali, en fait, vous répondez à quel besoin? Parce qu'aujourd'hui, des IA, il y en a beaucoup, ChatGPT étant la plus connue, mais il y en a d'autres comme celle que tu m'as citée un peu avant et dont j'ai déjà oublié le nom. Mais du coup, à quel besoin vous répondez et comment ça fonctionne très concrètement? Ouais. Donc du coup, oui, Ordali, c'est une IA générative juridique. Nous, l'ambition de notre projet, c'était vraiment de réduire drastiquement le temps passé donc, par les professionnels du droit. Donc ça va être juriste d'entreprise, avocat, même notaire, sur deux choses. Aujourd'hui, on a deux versants, donc la recherche juridique et tout ce qui tourne autour du contrat. Donc ça va être la rédaction de premiers drafts de contrat, la synthèse de documents, l'analyse de documents. L'idée, c'était vraiment de pouvoir... on est parti d'une envie, en fait, d'une conviction, la première qui est de clarifier instantanément l'information juridique, qui aujourd'hui est quand même très dispersée dans l'école, la doctrine, la jurisprudence. Et en fait, ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'elle va venir piocher dans ces différentes sources qui sont dispersées dans les JFrance, dans les différentes sources, et ensuite elle va venir en fait articuler cette donnée pour créer une réponse structurée. Nous, c'est le premier besoin auquel on voulait répondre. Et ensuite, tout ce qui tourne au contrat, donc là, ça va être plutôt l'automatisation de workflow sur la rédaction, sur la synthèse. Je sais pas, en M&A, on peut avoir des opérations où il faut créer certains types de documentation qui peuvent être facilement réplicables. Donc voilà, c'est des use cases comme ça auxquels on a pensé, et de plus en plus, on essaye d'élargir ces use cases aux directions juridiques, au cabinet d'avocats. Ok. Et donc très concrètement, par exemple pour la rédaction d'un contrat, je suis un avocat, j'ai un besoin spécifique, c'est tout à fait possible pour moi d'uploader en fait des documents sur Ordali et demander du coup à la plateforme de m'aider à la rédaction du contrat, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a deux façons où tu peux générer,
rédiger un contrat depuis le début. Donc en fait, ce qui se passe sur Ordaly, c'est qu'il y a un prompt, tu peux mettre un prompt, ensuite tu peux attacher des documents pour remplir des... Je sais pas, tu mets un extrait cabis, ça va te remplir automatiquement toutes les informations sur ta société dans l'objet, enfin, dans l'endroit où on peut identifier les parties. Ensuite, ça te génère une sorte de squelette du contrat où ça va déstructurer le contrat et ça va te le schématiser. Comme ça, tu peux déjà faire tes premières modifications sur ton playbook et enfin, ça te génère ton contrat. Et ensuite, tu as une deuxième possibilité où là, tu vas pouvoir importer tes propres modèles de contrat. Enfin, j'imagine que les cabinets d'avocats ont déjà tout leur knowledge, tout leur modèle de contrat sur lesquels ils veulent continuer à bosser. Et donc là, ils peuvent tout à fait uploader leur propre contrat. On travaille avec des cabinets d'avocats qui ont 20 ans de knowledge interne. Et donc, le fait de pouvoir importer leurs documents, on va venir leur créer des serveurs en interne où pour leur éviter quand même d'uploader un par un leurs documents. Ouais. Ça prendrait un petit peu de temps. Et donc dans ce cas-là, ils vont pouvoir directement travailler sur leur propre modèle, ou ils vont même pouvoir, avec leurs données, je ne sais pas s'ils ont des mémos ou des choses comme ça, aller alimenter nos propres bases pour leur recherche et utiliser directement l'onglet recherche. Et donc ça va ressortir, quand c'est pertinent, leurs propres documents. Sachant que tout ça est cloisonné. Hein. D'accord. Nous, on ne réentraîne pas nos modèles sur leurs données en plus. Et ça reste vraiment pour eux. Et votre base, parce que du coup, il y a la base de données du cabinet, puis il y a la vôtre, si j'ai bien compris. La vôtre, comment vous la construisez? Où est-ce que vous allez chercher toute cette data? Ouais, nous, pour le moment, on est beaucoup sur de l'open data. D'accord. On a fait le choix de ne pas indexer tout Google, les blogs d'avocats. Il y a sûrement des choses très bien, mais il y a aussi sûrement d'autres choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Et donc, en termes déjà de fraîcheur de la donnée et de fiabilité de la donnée, on préfère rester sur une donnée qui est brute, qu'on peut trouver sur Légifrance, sur... le site de la Cour de cassation, le Conseil d'État. On va vraiment prendre ces données-là et ensuite avec l'IA, on fait le pari qu'à partir de cette donnée brute, on pourra ajouter une surcouche d'explication sur ces données et de précision sur ces données et éviter d'intégrer ce qu'on peut trouver sur Google. Et nous aussi, ça nous permet en fait de garder le contrôle sur la donnée qu'on va avoir, et ça nous permet de la mettre à jour beaucoup plus facilement, puisqu'on met à jour tous les jours nos données, donc on ne peut pas facilement mettre à jour des blogs ou des choses comme ça. Tout à fait. Et du coup, au niveau de la protection des données, je pense que c'est une question essentielle et qui doit revenir souvent dans les discussions que tu as avec les avocats. Comment ça se passe chez Ordaly? Ouais, nous, sur la protection des données, donc c'est c'est un enjeu majeur. En fait, c'est un des principaux enjeux qu'on a. Les avocats ayant des obligations déontologiques, c'est absolument primordial. Et donc nous, en fait, on est 100% hébergés en France. Donc on a nos serveurs qui sont certifiés ISO 27001, qui sont tous chez Scaleway sur leur site Paris 2, qui est vraiment réputé pour sa sécurité, sa confidentialité. Donc c'est tout, on fait ça. Et puis quand on a des cabinets d'avocats qui vont mettre tout leur knowledge interne, donc on leur crée des serveurs en interne, il n'y a pas de stockage externe de données. D'accord. Donc là-dessus, c'est 100% sécurisé. Ok. La collaboration est possible, j'imagine, sur la plateforme entre différents avocats d'un même cabinet s'ils travaillent sur un même dossier? Ouais, pas encore. Alors, pas encore. C'est une demande qu'on a eue et je pense que c'est intéressant d'avoir ça. Hein. Pour le moment, tout est vraiment cloisonné. Mais c'est vrai que sur des dossiers, c'est intéressant de pouvoir avoir un espace partagé et ça, c'est sur quoi on va travailler très bientôt. Ok. Il en va de même du coup pour la synchronisation avec les logiciels des cabinets d'avocats. On a discuté un petit peu en amont, mais c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler. En tout cas, vous réfléchissez à faire ça. Oui, exactement. Donc nous, on n'est pas une GED, mais on pourra très facilement se plugger sur des GED ou des choses comme ça. Ok. Et donc du coup, maintenant, ça fait plusieurs mois que vous vous êtes lancé. Vous travaillez avec des avocats individuels, des cabinets d'avocats. Comment votre plateforme a-t-elle été reçue par les avocats? Étonnamment très bien. C'est vrai qu'on peut avoir cette appréhension de l'IA va remplacer l'avocat, mais en fait, nous, on a eu un très bon accueil
c'est vrai qu'il y a quand même cet enjeu de formation et c'est normal, c'est un marché qui est nouveau, on ne sait pas encore comment on va pouvoir exploiter le plein potentiel de l'IA appliqué au juridique. Donc il y a quand même cet enjeu de formation. Nous, on souhaite quand même créer un outil le plus facile d'utilisation possible, le plus ergonomique possible, déjà pour éviter aux avocats qui déjà doivent se former à l'IA, éviter de leur faire se former à un outil en plus qui est compliqué. Enfin, ça a été bien accueilli. Les avocats percutent très bien sur les enjeux que ça peut avoir et surtout sur ce que ça peut leur apporter. Donc, c'est un outil d'aide à la productivité. Exactement. L'idée, c'est vraiment de décupler leur productivité et aussi, je pense plutôt pour les plus petites structures, les avocats individuels ou en tout cas quand il y a peu d'avocats au sein de la même structure, leur apporter peut-être plus d'aide sur l'accès à l'information juridique quand ils n'ont pas forcément l'accès à tous les éditeurs juridiques. Ça peut être, je pense, une aide. En tout cas, c'est ma vision. Ok. Moi, j'ai un peu testé la plateforme, petit disclosure. J'encourage d'ailleurs tous les avocats qui nous écoutent à aller sur Ordalie et tester la plateforme également. Je l'ai trouvé vraiment simple d'utilisation, mais tu parlais de formation un peu plus tôt. Est-ce que du coup, je suis un associé au sein d'un cabinet d'avocats, j'ai envie d'intégrer Ordalie dans mon cabinet. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait pour du coup la prise en main de l'outil, ou bien alors est-ce que vous partez du principe que tout le monde va savoir mettre la main dessus et puis non, il y a quand même un suivi. Okay. L'idée, c'est que donc moi, je vais faire une démo au départ pour présenter l'outil, et après, évidemment, il y a toujours un suivi, il y a des retours, même que ce soit sur. Nous, on est toujours friands de retours, de feedback sur l'outil, que ce soit sur le fond, évidemment, parce que c'est encore un outil qui est en constante amélioration, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Et pareil, on est friand de retours sur l'ergonomie de l'outil, comment on va pouvoir l'optimiser et faire que ce soit le meilleur produit possible. Ouais, parce que vous êtes dans un processus d'amélioration continue, j'imagine que tout ce que les avocats vous remontent derrière, c'est sur votre to-do pour les futures fonctionnalités. Ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines? Est-ce que vous avez des choses dans les tuyaux? Ouais, là, on travaille sur... on est beaucoup sur la donnée, l'élargissement de notre donnée. C'est vraiment le nerf de la guerre du projet. Plus il y aura de données de bonne qualité, plus l'outil répondra de manière pertinente et avec des informations précises. Donc on va bientôt intégrer les sources européennes. Là, c'est une question de jours. Et après, en termes de fonctionnalités, on a beaucoup de choses à faire. Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Ok. Vos enjeux du moment, du coup, sont plus franco-français avant de passer à l'Europe, j'imagine? Oui et non. Enfin, on est beaucoup sur le marché français pour le moment. On part du principe qu'on va d'abord essayer d'avoir un product market fit sur le marché français, de s'occuper de nos clients sur le marché français. Après, on ira voir ailleurs, sûrement, mais pour le moment, oui, c'est assez franco-français. Ok. Est-ce que tu as un use case précis parmi les pilotes que tu as eu de comment Ordalie en fait a pu aider à la productivité au sein du cabinet? Le use case qu'on a qui permet de pas mal gagner en productivité, ça va être au niveau de la relecture des contrats, beaucoup aussi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé sur les nouvelles fonctionnalités, mais on va bientôt créer une sorte de modèle qui permettra aux juristes, aux avocats de se faire une liste de questions. Mais l'idée, en fait, c'est de... Quand les juristes ont d'énormes contrats qui font plus de 150 pages et qu'ils ont à chaque fois les mêmes informations à aller chercher, nous, on va leur permettre de créer des modèles qui sont personnalisés, donc où ils pourront mettre leur liste de questions à vérifier. Et ensuite, l'IA ira se charger d'aller chercher à chaque fois, piocher ces différentes informations et faire une synthèse de tout ça. C'est un petit peu la même logique avec la recherche, finalement. Pour le moment, du coup, vous êtes 2 dans l'équipe, c'est ça?
On est 2 cofondateurs et ensuite on a des stagiaires alternants qui nous aident. D'accord. Mais oui, on n'est pas beaucoup. Et donc actuellement, vous êtes incubé à la Station F, dans le 13e arrondissement de Paris. Je ne sais pas si tu souhaites en parler, mais vous avez aussi des enjeux de levée prochainement. Oui, tout à fait. On est en pleine levée, donc on verra comment ça se passe. Ça a l'air d'être en bonne voie pour le moment. Donc, l'objet de notre levée, c'est vraiment pour étoffer notre équipe tech. Donc ça va être beaucoup axé sur la croissance de nos équipes tech. Donc on va engager des ingénieurs en IA qui vont venir nous aider. On a de plus en plus de demandes sophistiquées, on va dire. Et donc on va devoir avoir besoin d'aide là-dessus. Et surtout de l'infrastructure informatique aujourd'hui aussi. Donc voilà. Ok, donc principalement des enjeux tech, mais c'est normal du coup pour une entreprise de la Legal Tech. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup en 2024, mis à part du coup de lever un maximum d'argent possible? Mais pour 2024, oui, une levée et des super talents qui vont venir rejoindre l'équipe, je l'espère. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite chez Anomia. Je suis sûr que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de toi et d'Ordalie. J'espère. En tout cas, je pense qu'avec Anomia, on va collaborer aussi dans le futur, j'espère. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le podcast d'Anomia. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt.